Alors, on se retrouve donc dans les années 70, dans ces années comme étudiant. Et un des éléments peut-être importants, je l'ai mentionné un petit peu, donc c'est la musique. La musique, à la fois en faire soi-même, mais c'est aussi être à l'écoute là, d'une diversité musicale. Du côté rock, c'est la grande période des grands festivals de musique. Donc ça fait partie de toute cette période de contre-culture hippie ou festival d'Emouji, de Rotterdam. Moi j'ai des souvenirs où on partait par exemple en autobus, donc c'était des autobus nolisés, puis 200 kilomètres avant l'arrivée au festival, il y avait des gens, une file continue de personnes qui marchaient avec leurs sacs à dos, avec les sacs de couchage, et pendant 200 kilomètres, il y avait du monde sur le bord de la route. Et donc c'est 200 000 personnes avec des concerts pendant 3 jours, parfois sur 3 scènes simultanées, donc avec tous les grands groupes que vous pouvez imaginer à l'époque, mais aussi avec un vécu, disons, réel dans l'expérience de la promiscuité, puis de vivre quelque chose ensemble. Là. Donc ça, je pense que ça marque beaucoup. On n'a pas beaucoup ces occasions-là encore actuellement, mais ça fait partie là, de ma construction, je pense, et puis d'une orientation, ou en tout cas d'une expérience qui est très très importante pour moi. Là. Donc, puis ça marque aussi des voyages. Donc à cette époque-là, je suis étudiant en anglais. En bon français, je suis très mauvais en anglais. Donc il faut que je pense à aller quelque part où on parle l'anglais pour pouvoir un peu me mettre à niveau. Donc ça m'amène à un premier voyage. Là, ça va commencer à être des voyages seuls. J'ai parlé antérieurement du Maroc. J'avais fait un premier voyage à 16 ans à Londres avec un ami, mais là c'était un premier contact. Mais là je me lance donc en 71 et je pars à Édimbourg et je fais le tour des Highlands sur le pouce. Et encore là, toujours avec cette perspective du voyage et puis un petit peu hippie où on rencontre des gens de toutes les nationalités, on dort dans les auberges de jeunesse, mais en l'espace d'un mois, on suit une dizaine de personnes, on se retrouve d'un endroit à l'autre. Donc c'est l'esprit de la route, c'est l'esprit de la liberté, c'est des expériences qui m'ont beaucoup marqué. Puis, et ça rejoint un certain intérêt aussi pour la poésie. Et ça va m'amener un petit peu plus loin, donc dans mon parcours à m'intéresser à la littérature américaine, à la contre-culture. Je me spécialise dans la Beat Generation et je vais faire ma maîtrise sur donc
Kerouac, Ginsberg, William Burroughs, Gary Snyder, Walt Whitman, en fait. Et ma thèse de maîtrise, croyez-le ou non, c'est des poèmes en français, ça n'a rien à voir, c'est même pas en anglais, mais c'est de la poésie, ça s'appelle Le silence et le vide, et donc avec un prof tout à fait incroyable, du même style, là tout à l'heure on parlait des professeurs en ethnologie, mais celui-là c'est Paul Rosenberg, qui était plus un linguiste, et puis ces classes c'était des occasions de jouer avec les mots, vraiment c'était des ateliers de création, hein. Alors c'est pour ça, disons, quand je dis que j'ai une licence en anglais, j'ai une maîtrise en littérature américaine, mais c'est beaucoup plus un lien avec la poésie, la création, et encore un ancrage très très important avec ce que je disais tout à l'heure, là, donc la contre-culture, mais aussi l'influence orientale, parce que si on prend plusieurs des poètes américains de cette époque-là, donc Kerouac par exemple, je veux dire l'influence du bouddhisme, et puis enfin bouddhisme dans le sens des clochards célestes, là. C'est quelque chose qui est intrinsèquement entremêlé avec la route, avec les voyages, avec la liberté, avec donc tout ce qui anime finalement cette sorte de quête de contre-culture. Alors, je fais ce premier voyage, je rencontre une personne qui m'invite à revenir. Donc là, à un moment donné, je repars. Je suis à la gare du Nord, je vois une personne qui a l'air d'être enfin, une fille, là, avec un sac à dos, avec un gros poncho orange, et puis que je vois pas dans le train directement, mais arriver, on prend l'Overcraft à l'époque, ça, c'était un truc pneumatique complètement fou. Puis là, la mer était mauvaise, donc prendre un Overcraft sur la Manche quand la mer est mauvaise, là c'est quelque chose, hein, ça bouge. Donc j'ai un échange de regards avec cette personne-là que je retrouve, que j'avais vue sur le quai de la gare du Nord, puis qui se retrouve sur l'Overcraft. On arrive après, on ne se parle pas à ce moment-là, on arrive après à Douvres, on passe les douanes, on monte dans l'autobus pour aller à Londres, et la personne qui s'assoit à côté de moi, c'est cette personne, c'est Charlotte Sioui Trudel, que on va sympathiser, puis on va se voir une journée ce jour-là, parce qu'elle est québécoise, elle est en voyage en Europe, et puis elle repart, donc on passe la journée ensemble, et moi je reprends mon chemin après, mais c'est à cause d'elle que je suis au Québec. Donc je la rencontre à ce moment-là, et c'est elle qui va m'amener finalement en 72 à un premier voyage au Québec pour la rejoindre. Donc avant d'aller de ce côté-là, c'était juste
pour vous montrer là, que finalement les hasards dans la vie font qu'on essaye d'aller apprendre l'anglais, mais on rencontre quelqu'un qui va finalement vous amener au Québec et puis à la suite de l'histoire. Avant d'aller là, peut-être dire que en 74, là je suis à l'époque de ma maîtrise en anglais, l'Écosse m'attire, donc pour encore perfectionner mon anglais, je postule sur un poste d'assistant professeur où j'ai le goût que ce soit dans un petit village des Highlands, sur le bord de la mer, et puis complètement sauvage. Finalement, je me ramasse à Glasgow. Enfin, pas véritablement à Glasgow. J'ai eu un poste à 20 km de Glasgow, dans un petit village, et puis pour 2 jours. Puis, pour les 3 autres jours, c'est dans un autre village, à 20 km de là, mais il n'y a pas de jonction entre les deux. Donc, pour pouvoir aller enseigner, il fallait que je vive à Glasgow. Alors, Glasgow, si vous pouvez vous l'imaginer, c'est la ville noire par excellence. Là, donc, à l'époque, là, maintenant on connaît un peu moins ça, les villes qui étaient noircies par le charbon, puis la pollution, parce que souvent elles sont ravalées, comme on dit. En fait, on nettoie, mais à cette époque-là, c'est vraiment ça. Donc, c'est ça, là, je vais vivre 1 an à Glasgow, où encore là, je fréquente beaucoup le milieu underground, le milieu de la musique. Donc, je continue mon parcours un petit peu dans ce sens-là, tout en étant assistant professeur de français, avec du monde. La première fois que j'ai été en classe avec ces jeunes-là, alors j'avais une classe dans une école où tout le monde avait tout l'uniforme, en tout cas assez, un petit peu plus bourgeois, puis un autre qui était plus vraiment au milieu ouvrier, où ils avaient juste un morceau, ils avaient soit le pantalon, soit la veste, et tout ça. Et des gens qui parlent l'écossais, en fait l'anglais avec l'accent écossais, comprend rien du tout. Moi, en tout cas, au départ, je comprenais strictement rien. Mais en fait, c'était bien, j'étais là pour leur parler français. Donc, j'ai fait ma job dans ce sens-là. Puis petit à petit, j'ai commencé à comprendre l'accent écossais. C'était une belle période, un petit peu... c'était dur, là, c'est-à-dire une période avec très peu d'argent, mais quand même avec... une convivialité avec les expatriés un peu, mais aussi avec les gens. J'ai quand même développé des relations intéressantes, mais c'était quand même difficile. Le style enfin, c'est des choses qui m'ont marqué, là, parce que d'abord, même les professeurs, les enseignants des écoles avaient très très peu d'argent. Ils n'avaient même pas assez d'argent pour s'acheter une automobile. Donc c'était des salaires qui étaient très bas. Alors imaginez le salaire de l'assistant professeur, là. C'était pas fort. Et je me rappelle les chambres d'étudiants qu'on avait, là, c'était dans des logements. Alors c'était avec le chauffage, c'était un chauffage à gaz dans lequel il fallait mettre des pièces. Puis quand il n'y avait plus de pièces, il s'arrête. Et c'était pareil pour l'électricité. Donc il fallait toujours que tu te balades avec tes pièces pour mettre ça dans les comptes, pour faire marcher le chauffage. Après ça, aucune isolation. L'Écosse est extrêmement froid. Enfin, c'est pas froid comme au Québec, mais c'est un froid humide où il y a toujours de la bruine, l'air qui passait avec des gros trous dans les fenêtres. En tout cas, c'est une période, moi, qui m'a marqué. Mais à l'époque, c'est ça, donc je boitais, mais je marchais beaucoup. Alors c'est aussi partir à 6 heures du matin pour aller prendre le métro, pour aller prendre le train, pour se rendre à l'école, pour marcher 3 kilomètres, pour revenir le soir. En tout cas, mais
j'aimais ça, là, je veux dire, mais c'était une période quand même qui était assez difficile et dans l'attente euh, de l'été. Puis finalement, j'ai craqué et vers le mois de mai, j'ai dit que ma blonde au Canada était pas bien, qu'il fallait absolument que j'aille la rejoindre. Donc je me suis sauvé au mois de mai pour aller justement au Canada. Donc ça, ça situe un petit peu la période écossaise, mais en même temps toute la période anglais, littérature américaine, parce qu'au travers de ça, je faisais ma thèse, et puis j'écrivais des poèmes. Donc là, on est en 74-75. Si je fais le lien avec le Québec, donc je suis venu pour la première fois au Québec en 72. Ma blonde Charlotte était donc d'ascendance huronne. C'était une métisse, une Sioux. En fait, c'est la cousine de Conrad Sioux, là, qui est en fait toute cette famille-là, là, qui est actuellement chef à Wendake. Donc, je suis venu en 72 dans sa famille. Sa mère, donc, qui était une Sioux, avait marié un blanc québécois, un habitant, et donc elle ne vivait pas sur la réserve. Mais j'ai tout de suite été mis en contact avec d'abord une famille québécoise, mais dans laquelle la dimension autochtone était très très forte. Et ça m'a amené aussi à rencontrer toute la famille élargie au niveau de Wendake. J'ai même rencontré la grand-mère qui était vivante à l'époque et qui elle aussi s'était remariée à un blanc et qui n'avait pas le droit qu'on n'a pas voulu enterrer dans le cimetière du village parce que elle s'était remariée à un blanc. Donc toute cette histoire-là, là, à la fois des métisses et des femmes autochtones qui perdaient leur statut quand elles mariaient un blanc, c'est quelque chose qui m'a intéressé, qui m'a attiré. Et au départ, à cette époque-là, quand j'ai commencé à réfléchir à un éventuel sujet en anthropologie, ça a été mon premier sujet d'intérêt. Alors, la première fois que je suis venu donc au Québec en 72, là on a voyagé, un grand voyage au Québec, en fait, tout ça sur le pouce, là, en Gaspésie, on a fait le nord-est des États-Unis. Je me rappelle, moi j'ai toujours eu les cheveux longs, là, vous me voyez là, mais ça fait pas très longtemps que j'ai les cheveux aussi courts. Je pense que c'est la première fois, il y a 6 mois, là, que je me suis vu avec les cheveux très courts. Donc j'ai toujours eu les cheveux très longs. Et je me rappelle quand on passait la frontière aux États-Unis, puis que moi il me donnait 3 jours aux États-Unis parce que là il demandait combien tu avais d'argent, tu avais $100, hein, tu sais, puis là donc tu ne pouvais pas rester bébé longtemps. Ben, c'est sûr qu'il y a toujours possibilité d'y rester après, là, sans tenir compte de cette demande-là qu'on vous alloue. Mais c'était pour vous donner un petit peu Mais on faisait tout ça sur le pouce. Donc, moi, j'ai toujours beaucoup aimé ça parce que une manière de rencontrer les gens
en autostop, là, c'est qu'on ne sait jamais qui on va rencontrer. C'est vrai quand je l'ai fait en Europe, surtout là, en Angleterre et en Écosse. C'est vrai au Québec. C'est vrai aux États-Unis. C'est quand même quelque chose de monter dans une auto, une immense américaine, avec, tu t'assois dans le fauteuil, tu vois même pas la route parce que tu t'enfonces dans la banquette, puis le gars en t-shirt avec la grosse bière entre les jambes, là, au Nouveau-Brunswick, là, en Acadie, puis tout ça. Mais ça existe, c'est ça. Puis le seul moyen de rencontrer ces gens-là, c'est d'être sur la route. Et moi, j'ai appris en particulier aux États-Unis, parce qu'en tant que Français, on est très anti-américain. En tout cas, dans ma jeunesse, on était... Enfin, je parle pas des hippies puis de la contre-culture, mais disons de l'impérialisme américain, la guerre du Vietnam, tous ces éléments-là. Donc, enfin, c'était pas vraiment nos amis. Alors qu'en voyage, on rencontre une Amérique incroyable, hétéroclite, le chauffeur, le pilote d'hélicoptère communiste qui te fait un discours sur Marx, et puis tout ça, n'importe quoi. Là. Puis de rencontre en rencontre. Donc moi, j'ai un goût là pour la diversité, puis pour aussi l'apprentissage des mensonges, des représentations, hein, de l'image qu'on peut se faire des autres, et puis comme actuellement, on peut le faire aussi encore actuellement. Enfin, quand on pense à Donald Trump actuellement, hein, mais c'est des caricatures, mais tout est possible, puis il y a toutes sortes de monde, puis on ne peut pas se fier du tout à l'image qu'on peut avoir, qui peut être véhiculée là d'autrui. Deuxième voyage en 1974, je reviens toujours en été. Là, on fait de la militance pour... on fait toutes les réserves de la Côte-Nord avec ma blonde. Elle est impliquée dans l'alliance des Métis et des Indiens sans statut. Puis là, on va sur les réserves, pas vraiment sur les réserves, mais autour des réserves. Puis on fait des comités pour la formation, là, de comités d'Indiens, de Métis et d'Indiens sans statut, avec des assemblées de cuisine. Et puis, donc c'est une période assez particulière. À cette époque-là, c'est l'époque du collège de la Macasa. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était un collège qui n'a pas duré longtemps, pendant 3 ans. En tout cas, c'était au Québec, là, mais je ne me rappelle plus exactement où. Et c'était un collège autochtone. Donc, où les cours étaient vraiment organisés pour les étudiants autochtones. Il y avait là tout le développement là, en fait, toute une génération de jeunes autochtones là, qui, pour la première fois, avaient des cours et avaient dans leur culture et tout ça. Et c'est devenu un foyer un petit peu dangereux. Donc ça a duré que 3 ans, cette expérience-là. Donc j'ai connu ça, là, j'ai été sur place, on faisait des rencontres avec ça. Normalement, donc, à cette époque-là, j'ai un intérêt pour les études autochtones. En 1975, Charlotte, ma blonde, vient en France pendant 1 an. Et en 1976, je reviens au Québec.
je rentre comme touriste et je suis jamais reparti. Donc je suis rentré comme touriste en janvier, on m'a donné 3 mois pour rester, en janvier 77, on se marie civilement pour que je puisse rester. On n'avait pas obligatoirement l'intention de se marier, mais on avait quand même une relation depuis 72. Et puis à ce moment-là, Charlotte, elle est au département d'anthropologie, donc elle fait son bac en anthropologie. Moi, je n'ai pas d'emploi au départ. Je commence à regarder du côté peut-être d'aller enseigner l'anglais au cégep, là, mais la plupart des Québécois parlent mieux anglais que moi. Non, non. Mais c'est pas facile de rentrer au cégep et tout ça, donc il faut aussi avoir fait la pédagogie, en fait, 1 an de pédagogie ou quelque chose comme ça, donc j'ai pas ça. Alors, j'essaye de trouver de l'emploi, c'est très difficile. Et puis, je vais finalement avoir la chance il y a un professeur invité qui vient au département d'anthropologie qui s'appelle Jean Coppens. Et il va m'offrir un poste d'assistant d'enseignement, auxiliaire d'enseignement, je pense on disait, à l'époque. Donc c'est mon premier job. Donc je vais à la fois enclencher une maîtrise en anthropologie, ce qui est un peu bête parce que j'avais déjà une maîtrise, et puis que normalement j'aurais dû aller au doctorat, mais là on me demandait de faire une 15aine de crédits de mise à niveau et tout ça, compte tenu que j'avais juste une mineure en ethnologie, hein, donc puis voulant travailler et puis aller assez vite, de manière un petit peu imbécile, au lieu de m'orienter vers le doctorat, je me suis inscrit à la maîtrise. Et en réalité, je vais vous en parler, mais le travail que je vais faire, c'est quasiment comme un doctorat, mais je vais refaire une 2e maîtrise, donc une maîtrise en anthropologie à partir de 77.